Alors, la multiplication des réseaux diaspora de personnes hautement qualifiées, ça n'est pas un phénomène tout à fait nouveau, c'est un phénomène récent. Ça date du milieu des années 90 et ça coïncide avec l'arrivée d'Internet ou son expansion, mais pas seulement ce facteur technique. Il y a également le fait que c'était la fin de la guerre froide, le début d'une mondialisation, l'émergence d'une nouvelle économie, d'une économie basée sur les savoirs, et donc toute cette convergence de facteurs, y compris donc techniques et électroniques, a permis le développement de ces réseaux, le lien des expatriés hautement qualifiés, des ingénieurs, des scientifiques, avec leur pays d'origine pour contribuer à leur développement. Le rôle de ces diasporas, de ces réseaux d'expatriés très hautement qualifiés, c'est un rôle très important pour des sociétés qui sont plutôt, on va dire d'une façon générale, déficientes en ressources humaines de très haut niveau et en réseau institutionnel de cette qualité. Alors le rôle et l'apport au développement de ces intellectuels, de ces chercheurs, de ces ingénieurs, de ces technologues, et également de ces entrepreneurs ou bien des personnels associatifs, c'est de favoriser sur place de l'acquisition de connaissances qui n'auraient pas été disponibles localement. Et on a des exemples, ça peut être du virtuel, mais ça peut être très concret, des livres envoyés à l'université d'Addis Abeba par la diaspora éthiopienne, ça peut être la création de projets de recherche communs en environnement et en dépollution des eaux, comme ça a été le cas dans la Sierra colombienne, et ça peut être aussi des entreprises qui sont fondées conjointement par des personnes de la diaspora. C'est le cas d'entreprises publiques, ça peut être l'Institut Pasteur, donc qui est appuyé en tout cas par le secteur public, ou bien tout simplement des informaticiens indiens très connus qui contribuent au développement d'entreprises d'informatique en Inde. Alors, à la question de savoir si les diasporas sont plus actives en Amérique du Nord ou bien en Europe et en particulier en France, on peut répondre par le fait que celles d'Amérique du Nord, peut-être du Canada et des États-Unis, sont plus visibles parce que ce sont des diasporas anglo-saxonnes et asiatiques qui sont très visibles dans un contexte d'émergence des pays asiatiques, mais de fait, les diasporas en Europe sont très présentes, très actives et également très visibles quand on y prête attention. Alors, les diasporas sur lesquelles nous travaillons, en particulier à l'Institut de recherche pour le développement, à l'IRD, avec nos partenaires latino-américains, ce sont des diasporas d'Argentine, de Colombie et d'Uruguay. Et celles-ci ont beaucoup de projets, des projets qui sont certains très visibles et d'autres moins. Je vous citais l'Institut Pasteur, c'est l'Institut Pasteur de Montevideo et quelque part une émanation du travail de la diaspora. Et il est éminemment visible sur le plan régional et même mondial, puisqu'il y a beaucoup de personnes du Sud, de chercheurs médecins en biotechnologie médicale qui convergent vers Montevideo à travers cet apport donc de la diaspora. Oui, si la contribution d'Internet et surtout même des développements du Web 2, de toutes les modalités plus interactives qu'il existe aujourd'hui pour communiquer, pour interagir entre à longue distance, peut-on dire, eh bien, ça a été un élément crucial dans le développement des réseaux diaspora hautement qualifiés. Ça le reste et ça l'est même de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des contributions d'ordre intellectuel qui peuvent se produire par le virtuel beaucoup plus facilement qu'avant et des dynamiques sociales de convergence d'acteurs dispersés qui n'auraient pas pu se développer hors de ces outils-là. Mais ceci dit, ce qu'il est très important de constater,
c'est qu'il ne s'agit pas d'un remède miracle dû à l'électronique, à l'apparition des réseaux électroniques, c'est véritablement aussi une prise de conscience des expatriés et la nécessité qu'elle soit appuyée par des politiques publiques, gouvernementales, mais aussi régionales, institutionnelles, de la coopération décentralisée et pas simplement donc un facteur technique qui jouerait tout seul et complètement à l'écart d'appui d'organisation. Ça, c'est ce que nous voulons promouvoir, disons, à travers les recherches que nous menons sur ces diasporas, c'est d'appuyer, d'instrumenter, de soutenir les dynamiques sociales à travers des outils techniques nouveaux que nous avons appelés, nous, des incubateurs de diaspora des savoirs en Amérique latine. C'est le projet CIDESAL. Faut-il craindre que la diaspora se substitue à des ressources locales? Est-ce qu'elle pourrait évincer finalement les initiatives locales ou bien des initiatives venues de parties de la diaspora qui seraient moins éminentes et moins visibles? C'est un risque, il ne faut pas le négliger. Cependant, ce que l'on constate, c'est que les réseaux sont dispersés, les réseaux des expatriés sont dispersés. En général, ils mobilisent des gens très loin et dans de petits endroits. C'est une des facultés d'Internet, vous le savez, de faire émerger des dynamiques locales de façon décentralisée. Il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup de monde, il n'y a pas besoin qu'il y ait une grande visibilité nécessairement. Par contre, si les gens sont actifs, s'ils ont des initiatives à faire partager, ils peuvent le faire. Et c'est très généralement ce qui se passe à travers la diaspora. Le risque serait plutôt que le pays localement, le pays en développement, n'ait pas la capacité de récupérer ces initiatives parce qu'il serait trop déficient en institutions capables de tirer parti, de bénéficier de ces apports très qualifiés de la diaspora. C'est là que serait plus le risque que celui d'écarter des dynamiques locales à travers la participation d'une diaspora qui serait un peu envahissante. Ça n'est pas le cas. Jusqu'à présent, même dans les pays les plus dynamiques de ce point de vue-là, nous n'avons jamais constaté que la diaspora efface les capacités locales.